Bonsoir à tous, bienvenue dans ce premier podcast sur la neuroparentalité. On va ici aborder le thème des écrans et de leur impact sur nos enfants. Donc je suis avec Laurie. Bonjour Laurie. Bonjour. Donc Laurie, tu es issue d'un parcours paramédical. C'est Tu as ça. notamment participé à de la recherche Oui, et tu es psychopraticienne. c'est ça. Alors première question Laurie, est-ce qu'il y a un impact bénéfique à ce que nos enfants utilisent les écrans? Alors, le bénéfice, je dirais que ça dépend selon les âges. On va dire que le bénéfice divertissement pourrait correspondre à des enfants jusqu'à l'âge d'une dizaine d'années, à peu près entre 3 et 10 ans. Et après, ça pourrait avoir un bénéfice plutôt du genre intellectuel où on peut apprendre à travers des écrans. Éducatif quoi. Éducatif, oui, par exemple. Oui, oui. Donc voilà, le bénéfice serait plutôt de cet ordre-là. Sinon, il n'y en a pas d'autres vraiment directs Hmm. pour commencer. Ok, très bien. Comment est-ce que tu expliques que les enfants soient obsédés par les écrans et aient envie absolument de se jeter dessus? Alors déjà, parce que l'écran en lui-même dégage une lumière, dégage une image, dégage un son. Donc forcément, on se développe avec nos cinq sens. Finalement, ça va venir attiser ces cinq sens-là, les captiver pour... comme si le cerveau se disait, ah, ça va m'aider à me développer et quelque chose m'attire et il faut que j'y aille vers pour justement me développer. Et puis en plus, par la suite, il faut savoir qu'au niveau du cerveau, il se passe plein de plein d'échanges chimiques justement pour entretenir ça. Alors notamment un neurotransmetteur qui est impliqué, qui est la dopamine, qu'on commence à bien connaître. Alors le neurotransmetteur, hein, c'est la molécule qui est fabriquée par les neurones, et puis qu'elle s'échange, voilà, pour après aller synthétiser autre chose par la suite. Mais voilà, cette dopamine qu'on commence à bien connaître, on sait qu'elle est impliquée maintenant dans le circuit de la récompense. Et ça, notre cerveau adore. C'est le circuit de la récompense, c'est vraiment quelque chose, on va dire, de vital dans notre cerveau, qui est facilement activé. Et on voit bien qu'un petit enfant, il est naturellement curieux et très excité. Voilà. Et justement, c'est ce circuit. S'il n'y avait pas le circuit de la récompense, ça, il n'y aurait pas la curiosité d'un enfant de toucher à tout, tout regarder. Alors, ça peut avoir le don de nous agacer parfois, mais voilà, c'est vraiment cette curiosité de découverte. Parce que le cerveau a vraiment besoin de mobiliser ses cinq sens pour se développer. Donc, voilà, la dopamine chez le petit enfant est vraiment son cerveau, disons, il va avoir une affinité beaucoup plus qu'un adulte pour la dopamine. Et donc, du coup, cette dopamine qui va être synthétisée quand l'enfant regarde un écran va venir activer le circuit de la récompense et au plus ce circuit est actif, au plus ça vient le renforcer et c'est comme ça qu'on rentre dans une boucle où on ne peut plus sortir, on va dire, de ce circuit-là. C'est-à-dire je regarde, j'ai ma dopamine, je continue de regarder pour l'avoir, etc. Donc dopamine, vraiment, c'est le neurotransmetteur, cette molécule du plaisir par excellence. Et est-ce que du coup, c'est ce système-là de fonctionnement qui peut expliquer que les enfants, en gros, pètent un câble lorsqu'on leur enlève les écrans? Oui, tout à fait, c'est ça. Parce que justement, depuis plusieurs minutes, voire des fois chez des enfants, c'est plusieurs heures, ils sont dans ce circuit-là de récompense. Hein. La dopamine est vraiment à son comble. Il y a une grande excitabilité, on va dire, dans le cerveau sur cette zone-là. Et puis d'un coup, l'écran s'arrête subitement. Donc il y a une chute. Pour le cerveau d'un enfant, c'est une chute violente. Et là, dopamine, c'est aussi, enfin, comme tout neurotransmetteur, c'est intimement lié avec nos émotions. C'est impliqué dans tout type d'émotions, hein, ça soit la joie, Mhm. justement, la tristesse, la colère. Et l'enfant n'est qu'émotion au début, d'accord. Son cerveau va vraiment se développer du centre vers l'extérieur. Donc le centre, c'est vraiment l'émotionnel vers le raisonnement. Donc du coup, le petit enfant, lui, ça va être chute de dopamine, donc émotionnel plus plus. Il n'y a pas le raisonnement qui vient, ouais, mais bon, là, c'est bon, j'ai assez joué. Non, ça, voilà. C'est pour ça que d'un coup, c'est que émotionnel. Et là, ça peut hurler, quoi. Ok, très bien.
Et en tant que parent, comment est-ce que nous, on peut faire pour apprendre à gérer ce type de crise? D'un point de vue pratique, comment on Oui. peut faire? Alors c'est une très bonne question. Ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est-à-dire anticiper cette chute de dopamine en prévenant l'enfant. C'est-à-dire que quand on va demander d'arrêter l'écran, on va essayer déjà d'instaurer l'écran avec un temps. Et pourquoi pas de mettre un petit minuteur, un petit chrono avec du temps qui se décompte. Parce que dire que dans 5 minutes c'est fini, un enfant, généralement déjà la notion de l'heure n'est pas encore acquise. Hein. Voilà. Et puis, du coup, c'est complètement abstrait pour lui. Du coup, le petit chrono où il voit l'heure diminuer, mais avec quelque chose de physique, hein, soit un petit chrono où il y a une aiguille, ou alors un sablier, pourquoi pas si vous avez un sablier, je sais pas, de 20 minutes par exemple, pour commencer, c'est plutôt pas mal. Vraiment, ça symbolise, ça matérialise bien le temps, et il voit que ça s'écoule, il y en a de moins en moins. Et donc, le cerveau, quand même, il est dans son processus plaisir, hein, mais du coin de l'œil, il commence à prendre en compte que là, le plaisir, il va bientôt s'arrêter, là, c'est réel. Le temps, on voit ce temps diminuer, ça inscrit le temps dans une réalité pour l'enfant. Donc déjà, on va dire, préparer le cerveau sur cette chute-là de dopamine. Ensuite, ça va être accompagner l'enfant lorsqu'on éteint l'écran. Le mieux, c'est de demander à l'enfant de éteindre l'écran lui-même, ou de poser le téléphone, ou voilà, verrouiller la tablette, n'importe quoi. Il va falloir lui demander d'arrêter de lui-même. C'est beaucoup moins violent, parce que quelque part, l'enfant, même si la décision est plus ou moins forcée, l'enfant prend sa décision de lui-même. C'est pas quelque chose d'aller de but en blanc. Par exemple, plein de fois ça se voit malheureusement, où le parent enlève le téléphone des mains brutalement à l'enfant. Là, c'est l'alerte rouge dans le cerveau. Hein, voilà. Donc, c'est d'accompagner en disant, allez, regarde, on essaye de verbaliser, on essaye de calmer. C'est sûr que face à des cris, bien souvent on a envie de crier, mais le but, c'est vraiment d'arriver à apaiser. Donc, on va essayer de parler de manière apaisée, douce, rassurante, parce que c'est ce que l'enfant a besoin. Il est dans une émotion qui est montée dans les tours, donc pour l'aider à redescendre, il faut lui montrer vers quoi redescendre, d'accord? Donc lui montrer qu'on parle posément, qu'on a de la patience, qu'on prend le temps, voilà, lui faire éteindre, et le reconnecter par la suite à son état interne. Parce que les écrans, ça coupe totalement de notre sensation interne. Mais même chez les adultes, hein, on le ressent, c'est-à-dire même un adulte, par exemple, tout simplement, on va prendre un exemple peut-être un peu bête, mais on peut être totalement en capacité de se retenir d'aller aux toilettes parce que on veut finir l'épisode de la série alors qu'on peut pas faire pause, on veut finir notre jeu parce que là c'est le moment décisif. Enfin voilà, on va chercher vraiment à se couper de notre état interne, c'est-à-dire les besoins vitaux de notre corps pour continuer à regarder. Et donc ça va être d'accompagner l'enfant à se reconnecter avec son état interne et de lui poser des questions des fois qui peuvent paraître aussi très simple, hein. Est-ce que tu as soif? Est-ce que si l'heure du repas ou du goûter se présente, est-ce que tu as peut-être faim? Est-ce que quelque chose d'autre te ferait plaisir? Donc voilà, c'est pourquoi proposer un petit plaisir, pas que alimentaire, hein, bien sûr, hein, par la suite, pour que cette chute de dopamine, il y a un relais finalement derrière. Dire bah viens, on va dehors, même si l'enfant est réticent, on sait qu'il aime aller dehors par exemple, prendre son vélo, jouer, c'est de l'accompagner vers l'extérieur et de lui proposer le vélo de manière concrète, voilà. Ou autre chose, hein, là c'est des idées que je propose comme ça, mais déjà accompagner de cette manière-là. Et aussi de s'intéresser à l'enfant, c'est-à-dire, c'est pas juste tu fais ton jeu et quand ton jeu s'arrête, on n'en parle plus, c'est fini, il n'existe plus. Donc pourquoi pas continuer la discussion en disant bon qu'est-ce que tu as fait sur ton jeu, ou qu'est-ce que tu as vu comme dessin, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a fait rire, qu'est-ce qui était difficile pour toi, voilà, continuer de faire vivre peut-être ce qu'il vient de voir pour justement donner l'impression au cerveau que c'est plus ou moins fini, mais voilà, c'est vraiment
essayer d'instaurer cette sensation de douceur pour faire baisser ce flux de dopamine et ce flux émotionnel également qui est très envahissant. Est-ce que du coup, tu dirais que c'est important pour les enfants de nous expliquer ce qu'ils ont vu sur les écrans du coup? Ah oui. S'ils voient par exemple 2 épisodes de Peppa Pig, est-ce que ça a un intérêt qu'ils nous les résument, qu'ils nous expliquent ce qu'ils ont retenu par exemple? Alors oui, tout à fait. Mais ça, on va pouvoir le faire une fois que l'accompagnement de l'enfant sur les écrans est fait. C'est-à-dire que déjà, quand on va instaurer un écran, on va accompagner l'enfant à regarder ce qu'on lui propose. C'est-à-dire que, un peu comme un livre qu'on va lui lire, d'accord ? Quand on lit un livre à l'enfant, on lui explique l'histoire. C'est pareil, je pars du même principe, pour un écran, il faudrait faire idéalement la même chose. C'est-à-dire que quand on lui propose quelque chose à regarder, on accompagne l'enfant et on lui réexplique à côté l'histoire. Et voilà. Et puis on s'assure, on lui pose 2-3 questions peut-être simples, hein, ça dépend de l'âge aussi, pour savoir s'il a bien compris. Ou ne serait-ce que savoir ce qu'il a aimé. L'enfant est dans cet émotionnel constant, hein. Donc savoir ce qui s'est passé, ça peut être difficile pour lui expliquer, mais savoir ce qu'il a ressenti, s'il était content, triste, joyeux, ça va être plus facile pour lui à faire cette différence. Et puis c'est déjà un apprentissage de ses émotions également. Voilà, donc de l'accompagner de cette manière-là, c'est quand même le mieux. Et de lâcher progressivement, on va dire, l'enfant sur ce qu'il regarde, quand vous êtes sûr que le contenu est adéquat. Et c'est à ce moment-là que oui, par exemple pour des enfants plus grands, à partir de 10-12 ans, on va pouvoir les lâcher en toute autonomie sur ce qu'ils regardent, si l'accompagnement a été bien fait auparavant. Et à ce moment-là, on n'est pas trop au courant, on va dire, dans les détails du coup de ce qu'ils ont vu, et on peut tout à fait leur poser la question de ce qui s'est passé, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont fait. Déjà, toujours dans le même but de là, apporter un apprentissage, on va dire, parce que les écrans et l'apprentissage, ça n'emporte pas vraiment, hein. On va dire ça va commencer à en emporter quand il y aura des recherches sur Internet dans un but scolaire ou pas forcément, mais là, il y aura une notion d'apprentissage. La notion d'apprentissage, avant, elle est vraiment faite à travers les parents. Donc si le parent va demander ce qu'il a retenu, là oui, c'est la notion d'apprentissage. Mais l'enfant, il apprend grâce aux parents qui lui posent cette question. Il n'apprend pas grâce à ce qu'il a vu sur l'écran. À partir de quel âge un enfant peut commencer à regarder des écrans? Alors, c'est à partir de 3 ans. Avant 3 ans, c'est à proscrire, hein, idéalement. Mais alors, à partir de 3 ans, on peut commencer doucement. Le but, c'est d'intégrer, on va dire, l'écran progressivement. Mais il n'y a pas un but à atteindre, hein. Bien sûr, oui. Voilà, après, c'est propre à soi-même aussi, hein. Donc, on va intégrer un écran progressivement, c'est-à-dire à dose de maximum 20 minutes par jour. Si vraiment... ça, c'est pour donner un repère par jour. C'est-à-dire, vous pouvez faire tout à fait 1 heure, mais sur une semaine. Ça va être le dessin animé de la semaine, voilà, ou du week-end, par exemple, mais ça sera le seul moment d'écran. D'accord. Alors, quand on dit écran, hein, ça va être smartphone, ça va être tablette, ordinateur et télévision. Voilà, donc, c'est d'arriver à dispatcher un petit peu sur ces écrans-là. Après, la télévision... Pourquoi pas, tout ce qui est application à partir de 3 ans, notamment je pense aux applications d'apprentissage, pas vraiment d'intérêt. Parce que je le dirai jamais assez, mais l'enfant apprend avec ses 5 sens. Sur un écran, il n'y a qu'un sens, on va dire, qui est stimulé, qui est le visuel. Mais derrière, on ne lui explique pas. S'il n'est pas accompagné, on ne va pas lui expliquer pourquoi, comment ça se fait, etc. Donc c'est pour ça que ça va pas s'imprimer dans ses apprentissages. Alors des fois on me dit oui, mais pourtant sur la tablette, il sait, je sais pas, empiler des cubes sur sur l'application. Oui, parce qu'à force de répéter, il y a un par cœur qui se crée. Mais des fois, c'est des enfants qu'on peut très bien voir, ils le font très bien sur une tablette, mais ils savent pas le faire avec leur jeu, hein, ils savent même pas
avoir des interactions avec leurs propres jouets. Donc, avant d'avoir des interactions avec leur propre père, c'est compliqué. Donc voilà, intégrer l'écran à partir de 3 ans, à raison de 20 minutes maximum par jour, jusqu'à l'âge de 5 ans, on peut rester comme ça. Toujours accompagné, toujours proposer le contenu. Alors, on peut laisser un choix à l'enfant, c'est-à-dire, je te propose Peppa Pig ou l'âne trop, hein, voilà, généralement entre 3-5 ans, puis commencer par des contenus doux, pas une action, on va pas mettre des dessins animés, par exemple, où il y a une action qui peut paraître violente à l'enfant. Il y a une rapidité dans les images, dans les gestes, dans les couleurs et tout ça. C'est vraiment une explosion pour les enfants à ce moment-là. Donc voilà, commencer avec des dessins animés plutôt calmes, qui expliquent bien. Donc comme tu as cité pour Peppa Pig, voilà, l'âne trop, quoi. Donc vérifier aussi le contenu. Et pour les enfants qui ont plus de 5 ans, quelle liberté on peut commencer à prendre? Alors, les libertés, ça va être par exemple, entre 3 et 5 ans, on a accompagné l'enfant sur certains dessins animés, certains peut-être petits jeux, on va dire des petits jeux numériques, si vraiment ça vous tenait à cœur. Donc du coup, il commence à savoir ce qu'il fait. Le dessin animé, il commence à le connaître. Donc là, on peut commencer à s'absenter, si vraiment, parce que je sais que vraiment les écrans servent aux parents pour avoir des moments de répit, ce qui est tout à fait légitime aussi. En général, c'est pour ça, oui. Voilà, c'est ça. Donc on peut tout à fait jongler les écrans et ces moments de répit à condition que l'enfant soit accompagné. C'est-à-dire se préparer un petit panel de 2-3 dessins animés où on accompagne bien l'enfant dessus, ça va dire on va le regarder ensemble au moins 2 fois, d'accord, en expliquant bien ce qui se passe, pour que à la 3e fois ou à la 4e fois, vous puissiez le laisser seul. Il comprendra ce qui se passe, il a déjà vu, il a été réassuré et tout ça, donc on peut le laisser seul, et dans ce cas-là, l'adulte peut être tranquille, hein, disons-le clairement, peut être tranquille et faire autre chose. Voilà. Donc à partir de 5 ans, on peut commencer vraiment à prendre ces libertés-là. Et puis par la suite, on peut commencer à partir de 5 ans à réaugmenter le temps d'écran. De 20 minutes, le passer à 30 par jour, hein, toujours. Voilà. Non, ça ne veut pas dire non plus de passer, par exemple, si on regarde qu'un film sur la semaine, ça va être aller de monter de 1h à 1h20. Voilà. Donc on augmente progressivement, mais on accompagne toujours dans l'idéal. On peut proposer des contenus un peu plus riches, c'est-à-dire où il y a un petit peu plus d'action. Voilà, déjà pour commencer, c'est plutôt pas mal. Quel conseil tu donnerais à des parents qui se rendent en soirée avec leurs enfants, Oui. mais dont la famille qui les reçoit laisse les enfants sur les écrans toute la soirée, comme on a pu le voir par exemple, ou des parents de 8h à minuit par exemple, laissent les enfants sur la tablette, sur le téléphone toute la soirée et sont comme ça. Comment on peut faire avec notre propre enfant qui arrive là dans ce contexte-là? Oui, surtout quand 2 éducations finalement se rencontrent, quoi. Exactement. Voilà. Déjà, quand on va voir des amis, on sait justement comment ils éduquent plus ou moins leurs enfants. Donc, c'est-à-dire préparer le nôtre dans le sens où, on sait que ce week-end, on va voir nos amis, que c'est écran à volonté. Donc, on va limiter les écrans pour notre enfant dans la semaine. Comme ça, ce soir-là, il aura son quota d'écran, mais ça va pas venir se superposer à déjà ce qu'il a vu et fait auparavant sur les écrans. Parce qu'il y a aussi... je pars du principe quand même, ok, les écrans, ça se contrôle, hein, il y a un cadre, mais de temps en temps, on peut quand même faire plaisir en disant, allez, c'est bon, là c'est le week-end. Oui, pas psychorigide, quoi. Voilà, c'est ça, hein, d'avoir c'est ni être laxiste, ni être trop rigide,
c'est d'arriver de temps en temps à relâcher un petit peu tout ça. Donc voilà, juste préparer son enfant auparavant en évitant qu'il regarde trop, parce qu'on sait que ce soir-là, il va en profiter. Et ensuite, une fois sur place, justement, et que l'enfant est confronté à tout ça, pourquoi pas avant tout proposer des interactions. Ça va être... alors ça dépend aussi l'âge ou les âges des enfants qui seront présents par rapport aux nôtres. Donc, mais de favoriser avant tout le jeu, la communication, voilà, et de proposer quelque chose de concret. Parce que la question, vous voulez pas faire autre chose, l'enfant forcément il va dire non, il est dans son système de plaisir, non, il n'y a que ça qui compte, donc non, il n'a pas envie d'autre chose. Mais de proposer un autre jeu, c'est est-ce que vous voulez pas faire tel jeu de société, est-ce que ça, et pourquoi pas proposer de participer un petit peu avec vous, parce que finalement donner, on va dire 10-15 minutes de son temps dans la journée à son enfant, bien souvent, c'est-à-dire du temps, mais du temps conscient, hein, c'est du temps où on est impliqué, il n'y a pas le téléphone qui va venir nous couper ou autre chose, hein, mais vraiment donner de son temps à l'enfant, ça va permettre de remplir son réservoir émotionnel, finalement, où j'ai eu l'attention de papa, maman, ils se sont bien occupés de moi, eh bien, ça va me donner du temps pour moi seule où je peux jouer et puiser dans cette réserve émotionnelle finalement. Voilà, donc pourquoi pas proposer un jeu, puis si ça prend pas et que les écrans perdurent, ça va être de vérifier le contenu, surtout selon des âges différents. Donc s'assurer que l'enfant ne voie pas un contenu qui est totalement inapproprié et proposer de changer le contenu si besoin. Par rapport à ça, justement, vis-à-vis du contenu, vis-à-vis Oui. de, quelque part, l'historique Internet, Oui. ce sur quoi nos enfants pourraient ou vont tomber, est-ce que nous, on a différents outils pour ça, pour pouvoir contrôler ça en tant que parents? Alors déjà, il faut absolument limiter, on va dire, l'accès à Internet au moins avant une douzaine d'années. Et tout comme on l'a fait au tout début, hein, où on a présenté les écrans à l'enfant, c'est d'accompagner son enfant sur Internet. Voilà, lui montrer comment on fait des recherches, l'intérêt un petit peu intellectuel, hein, voilà. Donc déjà commencer par ça et éviter les smartphones ou tablettes qui ont des accès parfois illimités sur tout type de réseau. D'ailleurs, je me permets de rappeler que depuis, alors en France, hein, depuis mai 2018, c'est les réseaux tels que Facebook, Snapchat et autres sont interdits pour les plus jeunes. Il faut l'autorisation parentale. Ah oui, d'accord. C'est interdit avant 13 ans. Ok. Voilà. Donc ça déjà, il faut savoir que normalement notre enfant n'est pas censé faire un compte facilement derrière notre dos, même s'ils arrivent toujours à contourner. Voilà. Mais par la suite, si l'enfant justement, on va dire qu'il y a un enfant pour un jeune ado de 14 ans, justement Internet c'est présent aussi dans les écoles en plus maintenant, sur les téléphones, parce qu'il faut des smartphones de plus en plus tôt. Donc du coup il existe le contrôle parental, hein, comme on a connu sur les ordinateurs, ça existe aussi pour contrôler le téléphone de son enfant à partir du sien. Et est-ce qu'il y a des applications pour ça? Oui, il y a des applications qui sont gratuites et qui permettent justement de limiter, on va dire, le temps d'accès à Internet, limiter le temps sur certaines applications aussi, de vérifier les historiques. Voilà, selon les applications, il y a plus ou moins d'options, mais je trouve ce concept très intéressant et rassurant justement pour les parents. Et finalement, comment est-ce qu'on peut adapter le contenu qu'un enfant va voir? Comment savoir exactement ce qui est bon pour lui ou plutôt mauvais, parce que c'est pas forcément évident. Bien sûr. Déjà, entre 3 et 5 ans, on propose à l'enfant entre 2 choses. 3 maximum. Voilà, toujours laisser l'enfant choisir, mais dans notre cadre. Ensuite, vers 5 jusqu'à 5-10 ans, c'est pareil, on va juste adapter le contenu à l'enfant. Donc quand c'est un film par exemple, pourquoi pas commencer à montrer des films familiaux. Ça va être vraiment les premiers films, hein. C'est passer de la transition dessin animé à films familiaux, à documentaire aussi, pourquoi pas.
toujours accompagner ensemble, et pour que par la suite, commencer à le sensibiliser sur des films qui commencent à être un petit peu plus, on va dire, difficiles à regarder, dans le sens où c'est les premières scènes de violence peut-être. Enfin voilà, de vraiment commencer à anticiper là-dessus et le sensibiliser qu'on ne regarde pas n'importe quoi à n'importe quel âge. Tout comme par exemple, ce qui ressort énormément, c'est l'âge des jeux vidéo. Oui, Parce que, voilà. Moi, voilà, je voulais voir ça. À partir de quel âge concrètement ils peuvent se lancer dans ça? Parce que c'est vrai qu'on voit que ouais, c'est un cran au-dessus des dessins animés, au niveau ah oui, intensité, au niveau détachement du monde réel. c'est ça, c'est Donc, ça. pour les jeux vidéo, alors. C'est ça, parce que le jeu vidéo vient encore plus renforcer cette coupure avec nos sensations internes, parce qu'on a l'impression d'être dedans. Comme on entend même les jeunes dire ah j'étais dedans quoi. Donc dedans quoi? Dans l'écran, dans le jeu. Je n'étais plus là, je n'étais plus moi, je n'étais plus dans l'instant présent. Donc on voit bien à quel point le cerveau fait pas en plus, il n'arrive pas à faire cette différence entre la réalité et la fiction. Pour lui, ça demande beaucoup d'efforts pour faire cette différence. Et il faut en plus des mécanismes neuronaux terminés pour arriver à avoir ce genre de raisonnement, de se dire non, ça c'est la fiction, ça c'est la réalité. Voilà. Sauf qu'un enfant en développement va commencer à avoir ce type de raisonnement que vers 6-7 ans, comme on appelle l'âge de raison. Voilà, donc les jeux vidéo vraiment a commencé tout doucement, vers l'âge de 10-11 ans, avec des jeux simples, hein, des premiers jeux, pourquoi pas de construction, voilà, de s'occuper, on voit plein de petits trucs, hein, s'occuper des animaux, construire construire sa maison, des petites courses de voitures sympas, voilà, pour pas citer certains jeux, mais voilà, commencer à l'accompagner toujours toujours en respectant le temps hein, là-dessus. Mais c'est vrai que je vois de plus en plus, même en consultation, de jeunes enfants. Par exemple, pour dernier exemple, l'enfant a une douzaine d'années et joue à ce jeu en réseau qui est assez violent hein, et qui est normalement autorisé à des enfants à partir de 16 ans. Donc beaucoup d'enfants cèdent non, beaucoup de parents Nos parents, oui. cèdent parce que tous les autres font comme ça, C'est vrai. c'est la mode. Je vois beaucoup de parents qui sont partagés entre je voudrais interdire ça à mon Mais enfant, mais les autres le les autres font. le font. Donc je veux pas que mon enfant soit déconnecté des autres. Parce qu'on sait que ça fait peur, cette déconnexion, parce que la connexion, c'est la survie. Donc, ils sont là, finalement, entre deux, et ils ont du mal à faire un choix, bien souvent, ou sinon, ils font le choix de, bon, vas-y, si les autres le font et que pour eux, ça va, pourquoi pour le mien, ça va pas le faire. Donc, voilà. Et pourtant, j'ai envie de dire, on va pas proposer un film interdit aux moins de 16 ans, donc avec des scènes d'horreur, des scènes de violence infinie, à un enfant de 10-12 ans. Ça nous viendrait pas à l'idée pour un film. Et pourtant, les jeux vidéo, oui. Donc, je pense que les parents aussi, peut-être ne connaissent pas bien ce qu'il se passe dans le jeu vidéo. C'est bien souvent on dit, hein, c'est pas de notre époque. Je sais pas, oui c'est violent, oui j'ai vu 2-3 trucs. Bon ben voilà. Parce que concrètement, tous les jeux interdits aux moins de 16 ans, Ouais. c'est des jeux hyper violents. À chaque fois, ils tranchent des têtes, ils arrachent C'est ça. des parties du corps. Enfin, C'est c'est ça. vraiment... c'est ultra violent. Ça aurait été présenté il y a 20 ou 30 ans, mais c'était... je pense que ça aurait pas été possible avec l'époque. Que des enfants de 16 ans ou moins de Sûrement. 16 ans voient ça. Oui, sûrement, sûrement. Ça s'est fait de manière insidieuse parce que finalement, on va dire, il y a eu une évolution. Bon, on va pas parler de jeux vidéo proprement dit, mais il y a eu une évolution. Quand on était jeune, on y jouait, on y joue quand on est plus grand. Du coup, euh, l'enfant en développement, il est là pour apprendre au travers de ses parents. Donc, si le parent fait ça, il faut que je le fasse de la même manière que lui
pour survivre concrètement, hein, c'est assez primaire, hein, surtout à cet âge-là. Et donc du coup, puis le parent il voit que l'enfant ça lui plaît, donc il y a cette transmission aussi. On a envie de transmettre à son enfant, mais voilà, des fois on met un petit peu la charrue avant les bœufs et faire attention à ça. J'avais une question à laquelle je pensais. Est-ce que pour tous les gens qui ont pris l'habitude avec leurs enfants de regarder la télévision au moment du repas, Mhm. est-ce que ça a un impact Oui. sur éventuellement l'obésité, sur d'autres caractéristiques? Oui, tout à fait. Alors, justement, on se développe avec tous nos sens. Donc, le moment du repas, tous nos sens sont affectés. D'accord, on mange avec les yeux, pas que avec la bouche, hein, donc on a tout qui s'active. Et la télé, si elle est éclairée, ça va nous couper, comme je disais tout à l'heure, de nos sensations internes. Et quand on voit cet écran, alors bien souvent c'est la télé en bruit de fond, hein, et en plus c'est saturé avec des images publicitaires, et la moitié c'est beaucoup d'alimentaire également, et bien on s'est rendu compte que lorsqu'on mangeait devant la télévision, on allait ingérer 25% de plus au niveau de nos quantités. Oh la vache, oui non, c'est énorme. Donc voilà, c'est juste énorme. Finalement, donc éteindre sa télé, c'est un allié minceur, hein, déjà, mais ça montre à quel point on est déconnecté de notre sensation. C'est-à-dire que même la sensation de satiété, on la sent pas, quoi. Et un enfant qui est dans les apprentissages et la découverte du monde et de son corps, si on le coupe de ses sensations, c'est comme ça qu'on perd progressivement, finalement, cette sensation de satiété, c'est-à-dire s'arrêter de manger quand on sent que notre estomac n'en a plus envie. Voilà, il y a un signal qui fait au cerveau, je m'arrête. Sinon, on mangerait en continu tout le long de la journée. Et on voit bien que ça a du mal à s'installer, justement, surtout quand l'écran est éclairé. Et à part donc l'obésité, quel autre risque il pourrait y avoir à exposer comme ça les enfants aux écrans? Alors, ils sont nombreux, malheureusement. Maintenant, on est sûr, à quasi sûr, que ça touche aussi la vision, c'est-à-dire cette lumière bleue générée par les écrans sont complètement toxiques pour l'œil. Et sachant que l'être humain n'est complètement immature, hein, se finit dans les années précédant notre naissance, et l'œil humain n'est pas terminé avant une dizaine d'années. Donc c'est-à-dire que toute la lumière bleue qui va rentrer dans l'œil et qui va créer des réactions chimiques va venir abîmer tous les récepteurs d'image, on va dire, qui sont au fond de notre œil, hein, qui vont permettre de retransférer cette image dans notre cerveau. Tous ces récepteurs-là vont venir s'abîmer parce que vraiment cette lumière bleue crée des toxines au fond de l'œil. D'ailleurs, on le sent quand on reste trop longtemps, même nous en tant qu'adultes, hein, à regarder un écran, par exemple, si on travaille sur l'ordinateur, on sent que les yeux nous piquent, que ça brûle, ou qu'on a ce regard, voilà, ce regard fatigué, on se frotte les yeux et tout ça, parce qu'il y a eu beaucoup de toxines finalement libérées dans l'œil, et ça détruit du coup ces cellules-là. Et du coup, par rapport à la vision, est-ce qu'il y a des solutions pour en tout cas limiter la casse? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place par exemple? Alors, ce qu'on peut mettre en place déjà, alors il y a plusieurs choses. Déjà, ça va être de baisser cette lumière bleue, dans le sens où sur vos téléphones, ordinateurs et tout ça, tablettes, il existe maintenant un filtre. Alors ça porte un nom différent selon le type de téléphone, mais ça va être soit le mode lecture, ou voilà. Il y a quelque chose qui fait que ça met comme un filtre jaune finalement, parce que la lumière bleue c'est là pour faire très blanc, très éclairé, très jour, hein, finalement, parce que la lumière bleue elle est aussi naturelle, elle est surtout naturelle, et on l'a recréée de manière synthétique pour l'avoir donc sur nos écrans. Donc c'est-à-dire couper ce mode-là. Donc ça peut donner cette impression que c'est un peu jauni au niveau de la luminosité, mais vous allez voir, l'œil s'accommode parfaitement bien.
Et sachant... Ah bon, après, c'est pas une solution définitive parce que ça va juste baisser de 20% la lumière bleue de l'écran. C'est déjà ça, oui. C'est déjà ça de gagner, voilà. Mais c'est pas pour autant qu'il faut continuer de rester de manière prolongée sur un écran. Donc déjà, il y a cette première solution. La deuxième, pour les personnes qui portent une correction, c'est de mettre ce filtre jaune, pareil, anti-lumière bleue, hein, bien souvent ça peut être proposé. Donc de mettre ce filtre jaune sur les lunettes, surtout pour un enfant. Après, on peut tout à fait acheter des lunettes justement anti-lumière bleue à porter lorsque on regarde de la télévision ou quand on sait qu'on va rester longtemps à travailler sur un ordinateur, par exemple. Alors j'ai une question, ou plutôt un point de vue. À mon époque, quand on était à l'école primaire, il y avait très peu d'enfants qui portaient des lunettes. Oui, c'est vrai. Alors, c'est très subjectif ce que je dis, mais il y en avait peut-être un ou deux pour une classe de 30, pas plus. Mhm. Et on a l'impression maintenant, en tant que parent, quand on va chercher notre enfant à l'école, qu'il y a peut-être le quart des enfants, enfin bon, Oui, c'est subjectif encore une fois, mais d'accord. qui portent des lunettes, ou plus peut-être même. Est-ce que c'est avéré? Est-ce qu'il y a des études qui prouvent qu'il Oui, y a réellement une augmentation ou... oui, ça me fait penser à une étude qui a été faite en 2000. Et en fait, ça a été fait par des ophtalmologistes. Et en 2000, pour donner une idée, il y avait à peu près entre 23 et 25% de la population mondiale qui était myope. Donc myope, c'est-à-dire la vision de près est très bonne, mais la vision de loin, c'est catastrophique, c'est très flou. Et du coup, par rapport aux chiffres et à l'évolution, ils ont fait une estimation pour 2050. Et pour 2050, là, les chiffres sont juste incroyables parce que ça passerait à 50% de la population qui serait Incroyable. touchée de myopie. Mais c'est énorme. Voilà, c'est juste énorme parce que ça serait la moitié. Voilà. Donc oui, il y a forcément des répercussions. On ne dit pas que les écrans, c'est la seule source du problème, mais ça y contribue fortement. Et à part donc l'obésité et la vision, qu'est-ce que ça peut toucher d'autre chez les enfants? Alors, ça va toucher le trouble du langage, par exemple. Parce que bien souvent, ce que j'entends également, c'est ah, mais mon enfant apprend des mots sur les applications, surtout pour des enfants autour de 3-4 ans, même plus jeunes, hein, des fois. Donc, c'est vrai, il apprend des mots. Alors, c'est vrai, il y a l'image de la pomme, hein, c'est écrit pomme, et puis il y a le son qui dit pomme. Voilà, donc l'enfant, il répète son truc quand il voit. Mais finalement, vous pouvez tout à fait vous amuser à faire le test. Vous prenez une vraie pomme, vous lui montrez, et bien souvent, ça a du mal à ressortir. Donc, finalement, au niveau de ce trouble, d'ailleurs, au niveau de ce trouble du langage, il y a eu une étude aussi qui a été faite au Canada cette fois-ci, alors c'était toujours en 2018, il s'est passé beaucoup de choses au niveau des écrans en 2018, hein, c'est là où on a commencé vraiment à se pencher dessus et à prendre des décisions. Et du coup, il y a une étude au Canada en 2018 qui a été faite sur des enfants de 18 mois. Donc, normalement, en 18 mois, on n'est pas censé regarder d'écran. Et 18 mois, c'est vraiment les débuts d'acquisition du langage. C'est-à-dire juste avant l'enfant babillé. Hein, là, 18 mois, il commence à dire quelques mots. Hein, il ne fait pas encore des constructions de phrases, mais ça va être quelques mots, voire 2 mots consécutifs. Et donc, ils ont pris ces enfants de 18 mois et ils leur ont fait regarder à hauteur de 28 minutes par jour un écran. Eh bien, 49% de ces enfants ont développé par la suite un trouble du langage. C'est énorme. Oui, c'est énorme également. Alors, pas de souci, ça peut tout à fait, on va dire, revenir en arrière. C'est-à-dire que le trouble du langage, quand il est avéré, on peut tout à fait le faire évoluer de manière progressive quand on enlève les écrans, justement. Parce que le cerveau de l'enfant est en continuelle adaptation et son but, c'est vraiment d'apprendre par les 5 sens. Donc, si on nourrit ces 5 sens, tous les circuits vont se faire pour le langage, entre autres, et pour autre chose. Donc, voilà, c'est pas définitif. Tout ça pour dire que c'est pas définitif. On peut tout à fait le corriger, mais on voit bien que ça freine quand même énormément. Donc, pour résumer, on a dit entre 0 et 3 ans, pas d'écran. C'est ça. À partir de 3 ans, éventuellement jusqu'à 20 minutes par jour. Oui.
À partir de 5 ans, on peut augmenter un petit peu. Voilà, de 10 minutes à peu près par jour. De Ok. plus. Pensez aussi, après quand ils sont pas tout à fait ados, mais qu'il y a des possibilités d'application Pour les contrôler. pour contrôler, pour l'historique, pour le Voilà. temps passé sur Internet éventuellement. Oui. Parce qu'il y a l'école aussi. L'école qui demande parfois d'un peu faire des recherches, des choses comme ça. Tout à fait. Donc ça, c'est pas toujours évident. À voir si l'enfant ne dévie pas sur autre chose, Bah, participer à faire les recherches avec lui, hein. certes. Également, au niveau des applications, comme Snapchat, comme Facebook, Oui, qui sont qui sont interdits avant 13 limitées ans. avant 13 ans, c'est important de le rappeler Oui, pour, c'est... pour oui, éviter des débordements éventuels. bien sûr. Euh, et puis voilà, Oui, et favoriser aussi la qualité à la quantité, toujours. toujours. Et d'éviter de regarder du coup ces écrans, que ce soit le matin au réveil, pendant les repas, avant de se coucher aussi, pour favoriser un bon sommeil. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'est pas mal. C'est déjà un bon début. Bon. C'est la fin de ce premier podcast. On vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions de thèmes et de vidéos que vous souhaitiez qu'on puisse traiter. On vous remercie encore une fois pour votre écoute et on vous Merci. dit à la prochaine. Au revoir.